Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons voir avec Dominique comment gérer ses photos numériques. Cette visioconférence est proposée par Home Transition et Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. On a Cathy qui est de retour avec nous en direct aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos questions, essayer de résoudre les problèmes techniques qui risquent d'arriver aujourd'hui, puisque vous êtes très très nombreux à nous regarder en direct. Si vous avez la moindre question pendant cette visioconférence, deux solutions, soit vous la tapez dans la barre de conversation, soit vous la notez sur un petit papier. Et à la fin de l'enregistrement de cette visioconférence, j'ouvrirai les micros et les caméras et nous pourrons échanger et vous pourrez poser vos questions à Dominique. Pour vous inscrire à nos visioconférences, nos prochaines visioconférences, c'est sur le site movadom.eventbrite.com. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout si vous nous regardez en replay sur YouTube. Comme ça, vous aurez l'avantage de pouvoir interagir avec l'intervenant à la fin de la visioconférence. Et puis, on apprend toujours beaucoup de choses après. Et donc, avant de te laisser la main, Dominique, et de te laisser prendre le contrôle et de te présenter, je vais passer la parole à une petite nouvelle qui nous revient. Bonjour C'est Gwendoline. ça. Bonjour Pascal, bonjour Dominique, enchantée. Bonjour. Donc effectivement, je suis de retour de mon congé maternité, donc une petite fille qui est arrivée. Ah, Je suis ravie, voilà, de vous retrouver tous, de revenir parmi vous. Mais je sais que vous avez été chouchoutés tous par Pascal hein, pendant cette période et Chloé aussi. Donc voilà, je voulais vous souhaiter plein de belles choses. N'hésitez pas effectivement à bien participer. Je sais que vous avez des belles thématiques à venir jusqu'à cet été. Là, on en prévoit jusqu'en juillet. Donc plein de belles choses à tous. Et puis très bonne conférence. Merci Pascal pour ton accueil. Et merci Merci Dominique. Gwendoline. Je pense qu'elle merci peut Gwendoline. t'intéresser. Elle peut t'intéresser pour gérer toutes les photos que tu vas prendre de la petite Mélusine. Tout à fait. J'ai déjà fait un album hein, qui est imprimé. Donc je crois que je suis déjà la maman gaga qui va avoir tous les albums. Voilà. Mais oui, tout à fait. À ces histoires de photos, il y avait une forte demande là-dessus, hein, donc Oui, je pense que vous on a allez avoir du beaucoup, monde, hein. beaucoup d'inscrits et on a presque la moitié de c'est ce que je te disais tout à l'heure, Dominique, on a D'accord, le nombre prévu de connectés. Ah d'accord. bah super. Tu as Eh la ben, très pression, très Dominique, bien. tu as la pression. Oui. Je te Ah bah laisse, Dominique, super. prendre le contrôle de la présentation, si Ok. tu y arrives. Alors pour l'instant, voilà. Sinon, je déroulerai les C'est bon, diapos, hein. c'est C'est bon, bon, parfait. Eh c'est ben, bon. vas-y. Alors À bonjour, bientôt, Gwendoline. à bientôt. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Dominique Boissier. Aujourd'hui c'est moi qui anime cette conférence. Deux mots que me concernant. J'ai passé 30 ans à travailler pour l'association pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, en tant qu'informaticien, mais aussi manager, recruteur de stagiaires, enfin j'ai beaucoup de métiers. Et depuis 6 ans, je me suis spécialisé dans dans l'aide aux seniors à l'accès au numérique. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je vous préconise pour la gestion de vos photos numériques. Alors, l'idée aujourd'hui, hein, c'est de vous apprendre à stocker, classer, traiter, sauvegarder et échanger toutes vos photos numériques, qu'elles soient sur PC, sur tablette ou sur smartphone. Alors, premièrement, avant de parler de stockage, de classement, etc., c'est quoi une image numérique? Donc, une image numérique, c'est un fichier informatique, tout bêtement, hein, qui peut être ouvert avec un logiciel qui est prévu pour ça, hein. Et une image, ben, c'est quoi? C'est un rectangle qui est constitué de points colorés qu'on appelle des pixels. Donc une image, elle peut être plus ou moins précise, plus ou moins bien définie. Et donc,
la qualité d'une image est définie par le nombre de pixels qu'il y a dans l'image. Et ce qui est important pour une image, c'est surtout la résolution, celle qui va permettre de définir la qualité, hein. C'est le nombre de pixels par pouce. Un pouce, c'est la mesure anglaise de 2,54 cm. Hein. C'est le nombre de pixels par pouce qui définit la résolution d'une image. Et une image, plus sa résolution est importante, plus elle est volumineuse. Alors, selon l'usage qu'on va faire d'une image, d'une photo, il faut qu'elle soit en plus ou moins bonne résolution. Pour imprimer une photo, qu'elle soit sur un papier, qu'elle soit bien définie sur un papier, il faut qu'elle fasse plusieurs mégaoctets. On va dire généralement une image, c'est comme pour ça, c'est 4-5 mégaoctets. Pour ce qui est de l'affichage des images sur un écran, bah, si elle fait quelques kilooctets, hein, 100, 200, 300 kilooctets, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'une très bonne résolution pour que l'image puisse être... Ah, attends, j'ai appuyé sur quoi là? Ah, j'ai pu appuyer sur un... Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends Pascal, j'ai besoin d'aide. Je t'écoute. J'ai appuyé sur... voilà, c'est bon. Je suis retrouvé, je crois que c'est bon, voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. Bon. Voilà, c'est bon, merci. Donc, une image, pour être affichée sur un écran, elle n'a pas besoin d'une très bonne résolution. Et on le verra quand on échange des images par les outils numériques comme sur WhatsApp ou Messenger, hein, on n'a pas des très bonnes définitions, alors que quand on échange une image par un autre moyen, notamment le mail, on peut avoir une bonne définition et avoir une image qui peut s'imprimer. Alors, au niveau des principes de gestion des images, bon, les photos que l'on reçoit, hein, elles peuvent venir de plusieurs sources. De notre appareil photo, notre smartphone, notre tablette. On peut les avoir reçues par courriel, on peut les avoir reçues par WhatsApp, Messenger ou par n'importe quel réseau social. Hein. Et puis aussi, les photos, ben, on peut les avoir scannées, enfin, avoir scanné les photos papier, hein, et on les récupère en numérique sur le PC. Alors, on va voir comment on va pouvoir les stocker, les classer et surtout agir pour ne pas les perdre. Parce que les photos, c'est quand même quelque chose qui est important. Hein. Et moi, j'ai vu trop souvent des gens qui ont perdu toutes leurs photos parce que ben, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire au préalable. Alors, on peut les stocker, les photos, de plusieurs manières. La première, c'est les stocker sur PC. Sur un PC, on peut mettre beaucoup d'images. Hein. Beaucoup d'images, on peut avoir des volumes très importants, hein, et puis surtout on peut les traiter, on peut les améliorer, on a tous les outils sur PC pour justement ces images les améliorer, changer l'éclairage et cetera. Alors, c'est la solution la meilleure de les stocker sur PC, hein, à condition de les sauvegarder régulièrement sur un disque dur externe. Parce que les photos, il faut toujours les avoir, enfin, tous les documents auxquels on tient, ne jamais les avoir que sur un seul support numérique. Les avoir toujours au moins sur 2 supports, car si un des supports vient à être défaillant, ben, l'autre support est là et on a tout. Donc ça, on va voir tout à l'heure quelles sont les solutions pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les photos, dès l'instant où on gère pas mal de photos, eh bien, le PC, c'est bien la meilleure solution pour les stocker, les traiter et les voir facilement. Deuxième support pour les photos, c'est le smartphone tablette. Hein. Sachant que les smartphones et les tablettes, eh bien, on fait des photos avec. Donc effectivement, on les a directement puisque le smartphone ou la tablette joue le rôle d'un appareil photo. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur ce genre d'appareil, on a des volumes plus limités. Alors, même si maintenant les smartphones ou les tablettes commencent à avoir des volumes importants, on n'aura jamais des volumes aussi importants que sur un PC. Mais c'est vrai qu'on commence maintenant à avoir des appareils qui font par un standard 128 gigas, et donc on peut quand même stocker beaucoup de photos. Mais si on a les photos sur notre appareil, hein, mobile,
eh bien, le risque de les perdre est grand, dans le sens où un smartphone, on peut le perdre, on peut se le faire voler, il peut se casser. Donc ce qu'il faut, c'est les sauvegarder régulièrement, les photos. Alors soit on peut les mettre sur un disque externe, hein, donc il faut connecter son appareil avec sur une clé USB ou un disque externe, on peut les sauvegarder. Ou alors, ce qui est très facile à faire sur un smartphone ou une tablette, c'est les sauvegarder sur un cloud. C'est-à-dire que dès l'instant où on a par exemple un appareil Android, eh bien on a un compte Google et on peut très bien sauvegarder les photos sur un compte Google, sur le Drive de Google, et on verra tout à l'heure concrètement comment on fait. Ou alors on peut aussi, si on a un iPad, eh ben, c'est chez Apple, hein, on peut aussi les sauvegarder chez Microsoft, enfin ou sous Dropbox, tous les clouds qui existent. Mais ce qui est sûr, il faut le faire, ne pas avoir ces photos que sur la tablette ou le smartphone. Toujours les avoir d'une manière ou d'une autre sauvegardées ailleurs. Et puis après, les photos, on peut les avoir directement sur un cloud, hein. Alors l'avantage d'avoir les photos sur un cloud, c'est-à-dire chez Microsoft, chez Google, chez Apple, hein, c'est qu'on peut avoir accès aux photos de n'importe quel appareil dès l'instant où on se connecte au compte. Donc on n'est plus dépendant de notre appareil. Les photos, on peut les voir de n'importe quel endroit dès l'instant qu'on a un accès à Internet. Alors, ça c'est le gros avantage. Le désavantage, c'est que le stockage est payant à partir d'un certain volume, hein. Généralement, dès l'instant où on atteint 15 gigas, bon, c'est quand même pas mal, hein, mais quand on atteint 15 gigaoctets, le stockage devient payant généralement chez tous les fournisseurs. Deuxième problème de stocker les photos sur un cloud, hein, eh bien, elles sont plus sur notre appareil. Elles sont chez Google, chez Microsoft, chez Apple, et on ne sait pas du tout ce qu'ils peuvent en faire, hein. Donc, on n'a aucune maîtrise par rapport à ça. Et puis surtout, il ne faut jamais perdre ses identifiants, parce que si on perd ses identifiants, alors sachant que des fois, souvent il y a des solutions pour les retrouver, hein, mais si on n'a pas fait ce qu'il fallait, on peut éventuellement ne pas retrouver ses identifiants, et dans ce cas, on perd tout, hein. Moi, je sais que chez Google, par exemple, j'ai vu des gens perdre leur compte Google, parce qu'effectivement, quand on crée un compte, il n'y avait pas eu les données suffisantes pour retrouver le mot de passe qu'on l'ait perdu, ben le compte est perdu et tout ce qui est dessus est perdu, hein. Donc là, il faut être très, très méfiant. C'est pour ça que moi, je préconise plutôt la solution de sauvegarde maîtrisée en local sur un disque ou une clé USB externe. Au niveau des principes que l'on doit tenir pour gérer ces photos, hein. Alors, l'appareil photo, comme la tablette ou le smartphone, ne sont pas des lieux de stockage. C'est-à-dire que si on fait des photos avec un appareil photo, il faut les transférer régulièrement sur un PC et après on les supprime de l'appareil, hein. Donc on peut laisser quelques photos qu'on a envie de garder, hein, mais c'est juste pour les consulter comme ça, hein. L'appareil photo n'est pas un lieu de stockage, hein. C'est vraiment, on fait des photos avec et après on les transfère. Alors pour transférer les photos d'un appareil à photo sur un PC, hein, il faut brancher l'appareil photo. Alors on a le câble généralement qui sert à la recharge, hein. On a un câble qui permet de relier l'appareil photo au PC. On peut aussi avoir la carte qui est à l'intérieur de l'appareil photo que l'on met sur le PC s'il a un emplacement, ou alors avec un petit appareil, hein, qui permet un lecteur de carte, hein, pour relier ce lecteur au PC. Et là, on peut transférer les photos en utilisant l'explorateur du fichier et le copier-coller, hein. Parce qu'on a sous Windows, par exemple, ou des fois sous Mac, des logiciels qui vous proposent, quand vous connectez votre appareil photo, de transférer les photos. Mais très souvent, c'est pas toujours très clair, ces logiciels, d'une part. Deuxièmement, c'est pas fiable parce qu'ils ne se déclenchent pas toujours. Et puis des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, hein. Donc le mieux, c'est vraiment de dire: «Je connecte mon appareil et avec le copier-coller, je prends les photos, je les mets sur mon PC et ensuite je les supprime de l'appareil photo de manière à ne pas les retrouver une deuxième fois».
Alors les photos, généralement, sur l'appareil photo, sur la carte SD, hein, ils sont dans un dossier qu'on appelle DCIM, DCIM. On le reverra après tout à l'heure. Hein. Mais DCIM, c'est généralement le nom qui est donné par tous les appareils sur l'endroit où sont stockées les photos qui sont prises avec l'appareil. Alors, pour transférer, là on était avec l'appareil photo. Hein. L'appareil photo qui est une carte ou qu'on peut brancher directement. Ensuite, avec les tablettes et les smartphones, c'est un peu différent, puisque là, il n'y a pas de carte, hein, il faut aussi brancher directement. Alors, pour transférer les photos, donc on branche le smartphone ou la tablette avec le câble qui sert à charger en enlevant ce qui se met dans la prise, hein, et on relie directement dans un port USB. Alors, donc là, l'idée, hein, c'est de dire on va on va travailler comme si on avait une clé USB que l'on branche sur le PC. La seule différence avec les tablettes et les smartphones, c'est qu'il faut que l'appareil ait donné l'autorisation au PC d'accéder à ces données. Donc, après l'avoir branché, apparaît généralement sur votre appareil, hein, dans les notifications, qui vous demande d'autoriser le transfert de fichiers. Hein. C'est une notification qui apparaît dans la zone de notification, vous cliquez dessus, et là, vous aurez le choix entre charger seulement, transfert de fichiers, transfert de photos. Et vous choisissez transfert de fichiers. Et dans ce cas-là, votre appareil apparaît, comme je vous le montre ici, hein, dans l'explorateur de fichiers sur la gauche. Hein. Il apparaît là, et là, après, vous le gérez comme une clé USB. Et il faut trouver le dossier DCIM, qui sont les photos prises avec l'appareil. Il y a le fichier download, qui sont les photos téléchargées. Et aussi, on a le fichier picture, où là, ce sont d'autres photos qui ont été mises là par l'appareil. Hein. Donc, c'est là qu'on trouve généralement les photos que l'on a sur son appareil. On peut aussi avoir dans ces dossiers-là, un dossier WhatsApp, par exemple, avec des dossiers qui s'appellent médias. On a aussi sur Messenger, on peut trouver des photos dans le dossier Messenger. Ce qu'il faut, c'est aller explorer tous les dossiers qui sont proposés sur l'appareil, et très souvent, on peut trouver des photos qui sont rangées. Donc, ce sont des photos qu'on a reçues par différents moyens. Hein. Alors, au niveau du stockage des photos, c'est vrai que votre tablette ou votre smartphone peuvent être des lieux de stockage, mais le volume étant limité, hein, on peut, pour pouvoir avoir plus de capacité de stockage, rajouter une carte SD. Donc généralement maintenant tous les appareils le permettent. Hein. Donc une carte SD, c'est une petite carte qu'on rajoute en plus. Souvent c'est dans l'endroit où il y a les cartes SIM. Hein. On a dans le petit tiroir où on met la carte SIM un emplacement où on peut mettre une carte SD. Et cette carte permet de stocker beaucoup plus de photos. Ce qui veut dire quand vous allez brancher votre appareil pour voir les photos que vous les mettre sur le PC, vous allez voir apparaître deux disques durs sur votre appareil, hein. Le téléphone lui-même ou la tablette, donc le rangement principal, mais aussi le deuxième emplacement qui est la carte SD. Et après, vous travaillez avec ça comme vous le faites avec une clé USB, hein, par copier-coller ou couper-coller. Vous pouvez transférer facilement vos photos sur le PC. Alors, dès l'instant où on a transféré les photos du smartphone, de la tablette sur le PC, bon, généralement, on peut les garder, mais on peut aussi les supprimer. Hein, et surtout, dès l'instant où elles sont que sur le PC, eh ben, le principe de dire il faut toujours avoir des fichiers numériques sur deux supports, le principe s'applique à nouveau. Et donc, effectivement, il faut sauvegarder ces photos, mettre après là sur un disque dur externe. Et après, je vous dirai tout à l'heure une petite astuce pour ça. Ou alors, si vous ne voulez pas les sauvegarder sur un disque externe, il faut les synchroniser avec un cloud. Donc, dès l'instant où on a un iPad,
La synchronisation avec le compte Apple se fait de manière très simple, hein, c'est par défaut. Si on a un appareil Android, il faut synchroniser avec son compte Google, hein, et c'est là qu'on peut être limité en termes de volume, dans le sens où généralement, c'est 15 gigaoctets de taille gratuite, hein. Alors si on n'a que des photos, on peut mettre quand même pas mal de photos. Dès l'instant où on commence à avoir des vidéos, les vidéos sont beaucoup plus lourdes, elles prennent beaucoup plus de place. Et donc, si on a des vidéos, les 15 gigaoctets, on risque de les atteindre assez rapidement. Donc dans ce cas-là, il faut acheter de l'espace, hein. Alors c'est pas très cher, hein. Enfin, c'est pas très cher, c'est relatif, hein. Mais c'est quand même plusieurs euros par mois, 5, 10, 15 euros par mois, pour avoir un espace de stockage plus important chez Google, chez Microsoft, chez Apple, hein. Donc au niveau des clouds, je vous ai cité le cloud de Google, le Drive, le cloud de Apple, mais on a aussi le cloud de Microsoft qui s'appelle OneDrive et qui Et est on l'a on souvent on vu. Oui, on a excuse-moi, on a Josiane qui nous dit, ça reste compliqué le cloud, peut-être que Google Drive, ça pourrait suffire, hein. Google Drive, en fait, c'est un cloud parmi tant d'autres? tout à fait, hein. Un cloud, c'est le nom générique de dire, c'est pour stocker, c'est avoir un espace de stockage qui n'est pas sur son ordinateur. C'est un espace de stockage qui est sur internet, sur les gros serveurs, hein. Et donc on a celui de Google qui est, Drive, celui de Microsoft qui est OneDrive, celui de Apple, dont j'ai plus le nom en tête, hein. Qui est Et on a iCloud? c'est un cloud, iCloud, iCloud, mais c'est bien, iCloud. iCloud, c'est merci, hein, Pascal. On a aussi Dropbox qui est un cloud, mais indépendant de ces 3-là, hein. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire on stocke les photos en dehors de son appareil qu'on a avec soi. OK? Alors, donc ça, on a vu pour l'instant les photos. On les prend avec un appareil, comment on les sécurise et comment on les, heu, on les stocke. Maintenant, on va voir comment on peut les gérer et les classer. Alors, sur un PC, hein, les photos sont arrangées en dossier images. Ça, c'est les normes et les conventions, hein, de Microsoft, mais c'est aussi chez Apple, hein, on a des dossiers images. Alors, quand on est sur un PC, hein, eh bien les photos, on a toute liberté pour les classer, pour les nommer. Moi, ce que je conseille, hein, c'est, de faire des dossiers qui sont significatifs du moment où ça a été pris et du thème. C'est-à-dire, du moment où ça a été pris, d'avoir au moins l'année, le mois et éventuellement le jour. Avec une codification où on met l'année d'abord, le mois et le jour après. Pourquoi? Parce que quand on est sur Microsoft, sur Windows, souvent les dossiers sont classés par nom et par ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique, c'est les chiffres d'abord. Et donc, si on met l'année d'abord, on va avoir tous les dossiers ou images qui sont classés par ordre chronologique ou antichronologique. Mais année par année, toutes les photos d'une même année seront ensemble. Alors que si on met par exemple le mois d'abord, et ben d'abord on aura pas octobre, on aura tous les mois d'octobre de toutes les années qui sont regroupées, qui n'a pas un intérêt, qui a pas d'intérêt. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, on nomme les dossiers des photos ou les photos elles-mêmes en mettant dans le nom année, mois, jour. Et puis ensuite, après, on peut mettre le nom de l'événement ou le prénom des personnes concernées, hein, que ce nom-là soit significatif de ce que contient la photo ou le dossier. Et ça nous permettra après, dans l'explorateur de fichiers, de retrouver ces dossiers. Donc, l'idée, c'est de dire, par exemple, on peut faire un dossier, par exemple, année 2010, hein, et dedans mettre
toutes les photos de 2010. Mais on peut aussi avoir des dossiers qui, eux, sont significatifs de l'année. Et donc, effectivement, toutes les photos d'une année sont regroupées ensemble. Alors, au niveau du nommage, on peut nommer les dossiers et les photos. Quand on prend des photos, le nom de la photo, ben c'est un nom barbare. Hein. Alors, c'est un nom barbare, ou des fois, ça peut être aussi la date et l'heure où a été prise la photo. Ça tout dépend des appareils que vous avez, il n'y a pas de règle, hein. Chaque appareil est fait un peu différemment. Donc l'idée, c'est que ces photos, on les range dans un dossier qui est significatif de toutes ces photos, parce que des fois, on ne renomme pas les photos elles-mêmes, parce que ça peut paraître fastidieux. Alors par contre, on peut arriver aussi à renommer toutes les photos en même temps, de manière à ce qu'elles aient des noms qui soient les mêmes et qui soient différenciés après par un chiffre. 1, 2, 3, 4. Hein. Donc ça, on sélectionne toutes les photos que l'on veut renommer hein, dans l'explorateur de fichiers. Après, avec le clic droit, on fait renommer. On met le nom. La première aura le nom avec un petit 1 derrière. La deuxième aura le nom avec un petit 2 derrière, etc. Et toutes les photos auront un nom significatif, aussi bien en termes de date que de sujet. Et pour les retrouver ensuite après, avec l'explorateur de fichiers, ce sera très facile. Si on utilise un logiciel d'importation, eh bien ces logiciels généralement proposent de renommer les photos importées. Mais je vous dis, ces logiciels ne sont pas toujours d'une facilité d'utilisation. C'est pour ça que je vous conseille d'être prudent avec ces logiciels. Donc voilà pour ce qui est des conseils de gestion des photos, de nommage des photos sur votre appareil. Si ça c'était pour un PC. Si on est sur une tablette ou un smartphone, donc ça, tous les appareils Android hein, proposent des logiciels de gestion de photos. Et sur l'iPad, on a aussi un logiciel qui permet de les gérer aussi. Hein. Alors, par exemple, on a Google Photos, Google Photos qui permet de faire la synchronisation avec un Drive, avec votre Drive de chez Google. Ou la galerie, qui est l'application sur l'appareil, hein, le smartphone ou la tablette, qui gère les photos. Alors, on peut organiser ces photos, on peut les organiser en album. Et ce sont dans ces applications-là, vous avez des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités album, où on peut créer des albums, bien sûr les nommer, etc., et ranger les photos dans ces albums. On peut les déplacer d'un album à un autre, enfin on peut les classer. Alors le seul problème par rapport à ça, c'est que des fois, si vous quand vous transférez vos photos sur votre PC, ce classement par album n'est pas toujours conservé. J'ai vu des fois où on peut le récupérer, j'ai vu des fois où on ne pouvait pas le récupérer. Donc il faut recommencer le classement. Mais moi, ce que je vous préconise quand même de faire, hein, c'est de faire des albums. On peut les faire sur le téléphone, hein, mais ce n'est pas le lieu où on doit stocker les photos à long terme. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de temporaire pour vos photos. Hein, si vous voulez garder quelques photos sur votre appareil et les voir régulièrement. Mais le classement par album, pour moi, est beaucoup plus pertinent de le faire sur un PC que sur un petit appareil. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas un PC, on peut très bien dire je n'ai qu'une tablette ou un smartphone. Et dans ce cas-là, vous gérez avec les albums, mais bien sûr vous les sauvegardez. Et là, il y a des fois où la sauvegarde gardera les noms, des fois la sauvegarde ne gardera pas les noms d'album. Mais les photos seront quand même elles-mêmes sauvegardées, donc vous les aurez toujours. Et puis c'est avec ces logiciels ces applications de traitement photo sur Android ou sur iPad, hein, eh bien, vous pouvez changer les noms, les renommer. Enfin, il y a toutes sortes vous pouvez faire tout ce que vous faites avec l'explorateur de Windows, vous le faites sur ces appareils-là. Alors, l'avantage des applications sur Android, sur smartphone ou tablette, hein, c'est que les photos, vous pouvez facilement les partager. Donc, vous avez sur vos appareils, quand vous êtes sur une photo,
que vous appuyez vous laissez le doigt appuyé dessus, vous avez très souvent ce petit signe qui apparaît avec les 2 petits traits et les 3 boules, hein. Ça veut dire partager. Et dire partager, ça veut dire qu'ensuite, on peut partager la photo ou le groupe de photos qu'on aura sélectionné avec plusieurs personnes en utilisant une application Messenger ou par SMS ou par mail. On va pouvoir choisir de quelle manière on va pouvoir partager les photos. C'est-à-dire que si on agit comme ça, les personnes que l'on aura sélectionnées recevront les photos par Messenger, SMS ou mail. Donc c'est quand même le gros avantage des photos que l'on a sur un smartphone ou une tablette, hein, c'est que pour les partager, c'est très très facile, plus facile que sur un PC. Alors, pour le sauvegarde des photos, quand on veut je vous disais, hein, les photos, il est vraiment impératif, les photos ou même tous les documents personnels que l'on a sur un appareil, hein, de les avoir au moins sur 2 supports pour ne pas les perdre. Alors, quand on est sur un smartphone ou une tablette, hein, eh bien, soit on le supporte sur un PC ou directement sur un support USB, hein. On a maintenant les moyens, quand on a un appareil, un smartphone ou une tablette, de pouvoir connecter un disque externe et de pouvoir transférer les photos de l'un à l'autre. Alors, pour faire ça, on peut faire, disons, on peut le faire facilement avec le copier-coller, hein. Mais on a sur PC un logiciel qui est très très bien, qui permet de sauvegarder ce que l'on veut sur le PC de manière régulière en ne sauvegardant que ce qui n'a pas été sauvegardé depuis la dernière fois. Et ça, c'est le logiciel qui s'appelle ThinkBack Free. Alors là, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche aujourd'hui, c'est pas le lieu, hein. Mais c'est un logiciel qui n'est pas très compliqué. Au départ, il y a un petit paramétrage pour définir un scénario de sauvegarde, pour dire voilà, chaque fois que je demande la sauvegarde, je vais sauvegarder telle chose pour le mettre à tel endroit. Et chaque fois que vous activerez cela, il prendra tout ce qui n'a pas été sauvegardé depuis la dernière fois et le sauvegardera. C'est-à-dire que la première fois que vous faites une sauvegarde, ce sera un petit peu long, parce que ça peut être, si vous avez beaucoup de choses, hein, et puis les fois d'après, ce sera très très rapide. Et c'est très très vite fait, ce qui veut dire qu'on n'est pas très souvent dit, oh, faire une sauvegarde, c'est long, qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois, qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai pas mis, hein. Alors que là, vous lancez le logiciel, vous avez 2 clics à faire, et il vous sauvegarde sur un disque externe ce qui n'a pas été sauvegardé depuis la dernière fois. Donc vous avez une totale sécurité dans vos données. Alors, pour traiter les photos, il y a beaucoup d'outils, hein. Sur PC, moi ce que je préconise, c'est Photoréducteur, hein. C'est un logiciel gratuit qui, alors je crois qu'il y a un nombre d'utilisation qui est maximum, mais je crois que c'est quand même, on peut l'utiliser quand même relativement facilement, hein. Ça s'appelle Photoréducteur, on le trouve sur généralement, moi les programmes, quand je vais les chercher, je vais sur le site Comment ça marche. C'est un site où tous les logiciels qui sont mis en lien ont été vérifiés et on est certain de ne pas télécharger autre chose que ce qu'on voulait, hein. Donc Photoréducteur, on le trouve sur le site Comment ça marche. CCM. Si on tape CCM dans un moteur de recherche, dans Google ou n'importe quel moteur de recherche, en tapant CCM, on trouve sur le site Comment ça marche. Et là, on peut trouver les logiciels, notamment Photoréducteur. Ensuite, au niveau des... Donc ça, c'est pour réduire une image, hein. Au niveau des tablettes et smartphones, très souvent, les applications qui sont préinstallées ou que l'on peut télécharger et installer sur un appareil, hein, ces applications proposent cette fonction. Donc très souvent, le mécanique, c'est on fait un appui long sur la photo et puis il nous propose des options, de les réduire, il y a réduire, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est par rapport au traitement d'image, notamment les réductions. Parce qu'effectivement, quand vous voulez envoyer une image par internet, hein, si vous utilisez le mail et que vous voulez que l'image soit de bonne qualité,
eh bien, il faut qu'elle fasse au moins 5 mégas. Et quand vous envoyez un mail, vous ne pouvez pas envoyer trop de volume. Généralement, les mails, c'est entre maximum 10 ou 20 mégas. Donc, ça veut dire que si c'est des photos de bonne définition, donc vous serez limité à un maximum 4 photos. Donc, si vous voulez en envoyer plusieurs dans un mail, ben, il faut les réduire. Et pour les réduire, on utilise un outil comme ceux que je viens de vous indiquer. Alors après, on peut avoir des logiciels de gestion de photothèque. Gestion de photothèque, ça veut dire pour les classer, justement pour les classer, pour les traiter. Donc sur PC, on a le logiciel photo qui est intégré à Windows 10. Et puis, donc là, il a des fonctionnalités qui sont de base. Bon, c'est pratique, souvent c'est très largement suffisant par rapport à un usage simple. Donc là, il n'y a rien à faire en plus. Sinon, on cherche sur internet et notamment sur le site Comment ça marche, gestionnaire photothèque, et là on peut en trouver plusieurs. Je n'ai pas à vous conseiller spécifiquement parce que ça évolue beaucoup, mais on peut en trouver. Et sur tablette ou smartphone, Google Photos ou Galerie intègre ces fonctionnalités. C'est-à-dire que les applications qui sont sur vos appareils intègrent ces fonctionnalités. Alors, les photos, c'est bien parce qu'on a envie de les avoir, les regarder, mais très souvent, on a envie de les échanger. Alors, pour les échanger, on a plusieurs moyens. La première, c'est par SMS. Quand on échange des photos par SMS, en fait, ça devient des MMS. Je ne sais pas si vous avez dû le voir. Et quand on envoie des photos par MMS, eh bien, les photos sont réduites de manière automatique par l'application message que vous avez. Et les gens qui reçoivent ces photos, ils pourront les voir très facilement sur un écran, et notamment sur un petit écran d'un smartphone. On peut les voir aussi sur un écran de PC. Mais ces photos ne seront pas imprimables. Donc si vous les envoyez par exemple à une personne pour que derrière elle veuille les imprimer, ben, ce ne sera pas possible. Les photos ne sont pas en assez bonne définition, on revient sur ce qu'on disait au départ. Il n'y a pas assez la définition n'est pas très bonne. Il n'y a pas assez de pixels par pouce, donc la photo n'est pas imprimable. Donc on ne pourra pas dire je vais chez un photographe, je la fais tirer pour la mettre dans un album. C'est pas possible. Par contre, on pourra la voir très bien sur son PC ou son appareil. Deuxième solution pour envoyer des photos, c'est par courriel. Alors, ce que je vous disais, c'est que le volume souvent est limité, et on peut envoyer, là par contre, on peut envoyer les photos en bonne définition. C'est-à-dire que là, on peut les envoyer telles qu'on les a prises, et telle une photo qui est en bonne définition, elle fait 4-5 mégas, et donc là, vous pourrez envoyer maximum 3-4 par mail. Alors, sachant que maintenant qu'on commence à avoir un peu la fibre partout, ça passera beaucoup plus vite, mais c'est vrai qu'à une époque, si on n'a pas une bonne connexion, eh bien ça peut être très long. Mais on peut le faire, envoyer, j'ai 3-4 photos maximum par mail. Après, on peut échanger par une clé ou un disque USB. Bon, là, dans ce cas, il n'y a pas de restriction. On met tout ce qu'on veut, il suffit que le support soit assez grand. Généralement, comme sur un support USB, on peut mettre beaucoup de photos, soit une clé ou un disque. Donc là, il n'y a aucune restriction. Et puis, on peut échanger des photos ou des vidéos, notamment, par des outils en ligne qui permettent de transférer des fichiers volumineux. Donc, transférer des fichiers volumineux, ce sont des fichiers que l'on veut avoir en état initial, qu'on ne veut pas les réduire, et qui ne sont pas transférables par mail. Il y a je vous conseille deux sites pour faire ça, qui sont WeTransfer.com ou grosfichier.com. Alors le principe, c'est-à-dire que le fichier que vous voulez transférer, vous allez le déposer sur un serveur. La personne à qui vous le destinez recevra un mail pour dire que ce fichier est disponible sur serveur. Il aura le lien de connexion et il pourra aller le chercher.
Et généralement, il a entre 8 et 15 jours pour aller le chercher. Donc ça, c'est un système très pratique, hein, parce que vous le déposez quand vous voulez et lui va le chercher quand il veut et on n'a pas de restriction de volume. Le seul inconvénient, c'est un petit peu comme tout ce qu'on a avec ces outils numériques et les clouds, hein, c'est que les photos que vous avez, ce que vous mettez, ben, ça passe par d'autres personnes, hein, et on n'est jamais certain de ce qu'ils en font. Même s'ils disent qu'il y a une confidentialité, qu'ils ne feront jamais rien avec ce que vous mettez, hein. Mais on peut les croire, mais bon, on ne sait pas. Et alors on peut se demander, mais quel intérêt ont-ils à faire ça? Donc eux, l'intérêt qu'ils ont, c'est de récupérer des adresses mail, hein. Donc eux, ils font des fichiers d'adresses mail aussi bien des gens qui déposent que des gens qui sont les destinataires des fichiers. Et puis ces fichiers d'adresse mail, ils les revendent et c'est ce qui permet à pas mal de boîtes d'envoyer des spams, hein. Donc voilà, il faut savoir que ces systèmes-là, c'est pratique, mais il y a une contrepartie, hein. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, hein. Et donc je suis allé un petit peu vite peut-être, donc je pense qu'il y a beaucoup de questions. Donc je suis prêt à répondre. C'était parfait, Dominique. Je suis juste en train de répondre dans la barre de conversation. On a une question. Quel logiciel gratuit peut-on télécharger pour dézipper des fichiers Windows? Alors, j'étais en train de répondre, mais si tu veux répondre, moi j'en conseille 2. Oui, bah, je te laisse répondre. Voilà. Alors, moi j'utilise 7zip ou WinZip. Voilà, Les bah, deux sont gratuits. j'avais les mêmes. Voilà. Juste, il propose à chaque fois que vous dézippez un fichier, en fait, il vous propose soit d'acheter, soit de valider. Vous mettez refuser ou pas acheter, mais ils sont gratuits et utilisables. Moi, je les utilise depuis des années et des années. J'ai jamais acheté. Souvent, c'est des versions améliorées qui n'ont pas lieu d'être. On a Philippe qui nous demande quel logiciel gratuit pour supprimer les doublons. C'est vrai que des fois, on peut transférer les photos, puis avoir des doublons de photos. Oui. Est-ce que tu en connais, Dominique? Alors je n'en ai pas en tête de logiciel gratuit, hein, pour transférer les photos. Très souvent je sais que dans Google Photos, ils proposent de les détecter, de les traiter, hein. Je J'en ai pas en tête, là, avec moi. Alors, quand j'ai une question comme ça, que je me pose et que je ne sais pas répondre, donc souvent que je me pose moi, je pose la question à internet, hein, je vais sur mon moteur de recherche, hein, et je regarde les différentes réponses, sachant que par rapport à ces réponses, il faut bien vraiment, ne pas se précipiter sur la première réponse, mais bien en voir plusieurs et ensuite quand on a trouvé un logiciel, de voir quels sont les avis émis par les gens qui l'utilisent. Donc moi, ce que je fais, je tape «avis» et après le nom du logiciel et je vois plein de réponses et les gens, généralement, quand les logiciels sont pas pertinents, il y a beaucoup de gens qui le disent. Donc Alors, c'est assez on a Pierre qui nous propose Duplicate Media Finder. Moi, il me semble que j'en utilisais un. Le nom, c'était assez simple aussi. Faudrait que je recherche ça à l'occasion. oui. Alors, avant d'ouvrir vos micros et vos caméras pour poser des questions en live, qui est la prérogative des gens qui sont en direct et pas des gens qui nous regardent en replay, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Alors, c'est important que vous le fassiez puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs, que sont les conférences des financeurs des différents départements. Je vous mets le lien dans la barre de conversation, sinon vous cliquez sur la diapo présente et ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Et puis vous pourrez répondre un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Ensuite, je vous parle très rapidement de tous nos projets de Movadom. Donc vous avez sur le site movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio et les podcasts Ça déménage chez les seniors. Alors le livre audio, c'est un livre chapitré, c'est des petites explications de comment on gère un déménagement quand on est
seniors, mais il y a des thématiques pratiques pour les plus jeunes aussi. Et puis les podcasts, ce sont des témoignages de personnes qui ont déménagé dans différents types de logements ou qui sont chez eux, qui ont fait des aménagements ou d'aidants, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Pour vous inscrire à nos visioconférences, donc c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos replays. La visio d'aujourd'hui sera disponible dans l'après-midi. On a parlé du cloud, on a deux visioconférences sur le cloud de réalisations différentes qui expliquent tout ça. Et puis notre prochaine visioconférence, c'est demain matin à 10h30. On expliquera aux aidants pourquoi il est important de bien se nourrir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes aidant ou si vous avez des aidants autour de vous, dites-leur de regarder cette visioconférence, de s'inscrire ou alors en dernier recours de regarder ce week-end sur notre chaîne YouTube. Encore merci beaucoup Dominique pour cette visioconférence. On reste tous ici pour les questions. Et puis encore merci à la conférence des financeurs du département de l'Essonne. Si vous avez la moindre question sur cette visioconférence ou sur nos services, un petit mail à contact@movadom.com. Merci beaucoup, à très bientôt.